rentrer chez lui, fait des recherches pour savoir comment disparaître un corps. Ça serait inquiétant. Hein? On en voit suffisamment dans les films, c'est vrai, au bout du compte, notamment Dexter. Surtout la VDF. Oh, bah la VDF. On se comprend. En tout cas, et puis pourquoi? Alors pourquoi? C'est la dernière question qu'on se pose. On ne se la pose jamais au départ. Parce que c'est en fonction de l'ensemble des éléments précédents, bien arrêtés, bien reconstitués, qu'on va se voir dessiner de manière assez ferme ou assez forte, en tout cas, les principales orientations du pourquoi. Mais c'est jamais quelque chose qu'on va essayer de trouver dès le départ, à moins que ce soit particulièrement évident, bien sûr. Mais dès lors qu'on ait besoin d'une reconstitution, c'est bien la reconstitution qui nous amène finalement à répondre à cette question fondamentale. Alors pourquoi il l'a fait? Donc la motivation, bien sûr, du criminel, mais aussi le pourquoi de la victime a-t-elle réagi ou pas, pourquoi les témoins ont agi ou pas, pourquoi la famille donc, était là et n'a rien fait, pourquoi on se tait pendant 30 ans dans l'affaire Grégory, pourquoi l'enquêteur donc, a fait une erreur et a pensé que c'était un suicide dès le départ et a cassé l'affaire, pourquoi donc, on a manqué la récolte des traces et indices, ou alors on l'a très bien faite, et puis on arrive malheureusement à pourquoi, malgré tous ces traces et indices, on n'arrive pas à le serrer, ce brave homme. Donc il y a plein de pourquoi. Voilà, c'est pas que le pourquoi du crime ou de la motivation du criminel, il y a plein de pourquoi qui se posent. Aussi, alors, une question qu'on voit très bien actuellement dans l'affaire Maëlys, de ce suspect numéro 1 hollandais, c'est pourquoi un individu arrive en quasiment toutes circonstances, telles que c'est relayé par les médias en tout cas, et confirmé par la plupart des enquêteurs néanmoins, que les individus a un grand sang-froid. Voilà, il a réponse à tout, il a un grand sang-froid, il arrive effectivement à ne jamais se démonter vraiment, y compris sur ses expériences familiales ou personnelles passées problématiques. Et donc, ayant réponse à tout, bon, il a une plomb dans la tête, il a une assurance, il sait encaisser les coups, il a une maîtrise de soi. Et ça, c'est pourquoi. Est-ce que c'est uniquement la maturité? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes autour de cette table qui, accusées de la disparition d'une petite fillette, auraient un tel sang-froid. Voilà. Et donc, c'est pourquoi? Est-ce que c'est dans sa personnalité pathologique, de type psychopathe, par exemple, sociopathe, ou égocentrique en tout cas? Est-ce que c'est parce qu'il veut vraiment se carapacer et se défendre et garder le contrôle, mordicus, parce qu'il y a des choses à cacher et que donc vaut mieux trouver des réponses à tout plutôt que de se livrer à un scénario où il avouerait tout? Est-ce que c'est parce qu'il a appris, quelqu'un lui a appris finalement à être comme ça, hein? Un peu comme on fait des cours de self-défense, on peut avoir des cours de méditation, de maîtrise de soi, voilà. Est-ce que l'armée il est pour quelque chose, puisqu'il a été ancien militaire, etc. Donc le pourquoi aussi, c'est tous ces éléments incidents. Alors, très intéressant, lorsqu'on fait donc une reconstitution d'un puzzle, vous remettez les pièces les unes avec les autres, ou les unes... bien, effectivement, il y a des éléments confirmatifs, des éléments affirmatifs, et il y aura des éléments non concluants, c'est-à-dire que vous ne pouvez ni les confirmer, ni les infirmer. Il faut donc ranger, trier ces éléments tels qu'ils s'imposent à vous. J'insiste bien, ce n'est jamais à vous, bien sûr, de forcer les assemblages ou désassemblages ou la mise de côté de ces éléments non concluants. C'est une règle d'or en matière d'investigation ou même de recherche scientifique que de se laisser aller aux expériences telles qu'elles nous amènent à les conclure. C'est-à-dire que ce n'est pas aux scientifiques de dire j'ai une théorie et je vais faire coller cette théorie à la réalité. C'est la réalité telle que vérifiée avec les sources d'information qui vont s'imposer à moi, qui vont se vérifier d'elles-mêmes, parce que c'est une évidence que c'est une pièce comme ça, qu'elle a telle forme, qu'elle a telle couleur, telle nuance, que ça sent ou que ça sent le. D'accord? Ça va être à partir des éléments reconstitués qu'on va voir le changement, l'évidence. Et dans les éléments donc confirmatifs, c'est l'assemblage.
Et quand on dit assemblage, c'est le qui s'assemble avec le quoi s'assemble avec le quand s'assemble avec le où, qui s'assemble avec le comment, qui s'assemble avec le pourquoi s'assemble avec le où, qui s'assemble avec le qui s'assemble avec le comment, qui s'assemble avec le quoi, le quand s'assemble avec le pourquoi, qui s'assemble avec le pourquoi, et le quand avec le où, et le où s'assemble avec le qui, et le quoi et le pourquoi. C'est-à-dire que vous prenez de quelque bout que ce soit, il y a une cohérence. Vous avez une pièce du puzzle, imaginons qu'elle soit au centre du puzzle, elle doit s'assembler avec le qui, avec le quoi, le quand, le pourquoi, le tout. Tout. Sinon, ça n'est pas la bonne pièce du puzzle. L'image est très bonne pour ça, je trouve. Affirmative, à l'évidence, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que vous avez beau chercher, ça ne s'emboîte pas. A priori, c'est une anomalie ou une pièce du puzzle rapportée qui n'a rien à voir avec le tableau général. Mais, j'insiste, si vraiment vous n'êtes pas sûr de votre coup, rangez cette pièce quand même dans non concluant, c'est-à-dire en attente, hein, dans un sas en quelque sorte, de veille à vérifier dans un troisième temps, on va dire. Parce que ça serait dommage de laisser pour compte une pièce que vous croyez, dans un premier temps, désassembler, affirmatif, alors que si vous recherchez un petit peu davantage de sources d'informations, peut-être qu'elle se confirmerait. Donc il faut quand même être sûr de son coup avant de dire qu'elle est vraiment une anomalie ou qu'elle n'a rien à voir avec l'histoire. Voilà. Donc tant qu'on n'est vraiment pas sûr, qu'on n'a pas des vraies confirmations, des vraies confrontations d'histoire, il vaut mieux la mettre dans non concluant en attente. Pour éviter les bévues de ce genre. Ça va, c'est clair? Bien. Donc en clair, Bacha et le qui, il utilise son téléphone, c'est le quoi. Quand c'est maintenant à 6h46, ou comment, avec ses petits doigts émoustillés, pourquoi? Parce qu'il veut absolument quand même voir les images, avoir l'illustration de ce qu'on est en train de dire, parce que sinon ça ne se fait pas. Est-ce que donc cela confirme que c'est bien Bacha, l'étudiant qui fait des études en criminologie, qui fait ça? A priori, oui. Je pense qu'il n'y a pas d'élément, en tout cas, majeur, infirmant cela. Néanmoins, je vais quand même vérifier, parce que je ne suis pas certain, par exemple, quand il regarde son téléphone, il regarde en fait les documents. Parfois, je vois qu'il puisse voir, il est en train d'écrire, et c'est anormal qu'il écrive, en fait, au moment où il... Donc, il faut quand même que je vérifie cette histoire. C'est pas très concluant au bout du compte sur cet aspect-là. C'est bien. Alors, nous allons voir ensemble les éléments séquentiels, directionnels, les éléments de localisation et de position, d'action, de contact, d'identification, d'association, de limitation, inférentielle, temporelle et psychologique. Waouh, vous ne vous rendez pas compte? Tout ça, on va faire ça aujourd'hui et vous montrer que la reconstitution, c'est un vrai job à plein temps qui mérite toutes les attentions. Bien sûr, nous allons expliquer chacun de ces éléments. On démarre par le séquentiel. Les éléments séquentiels sont les éléments qui aident à établir quand un événement est survenu ou l'ordre dans lequel plusieurs événements sont survenus. Vous avez ce petit schéma au bout du compte qui est très très bien en bas. Le fameux avant, pendant, après. L'étoile étant bien sûr l'acte à proprement parler, le passage à l'acte criminel. Et la séquence, il y a une séquence avant le crime, puis une séquence pendant le crime, en tout cas le passage à l'acte à proprement parler, et puis après le crime. On peut déjà distinguer ces trois grandes séquences, mais vous pouvez imaginer qu'il va y avoir des sous-séquences. Dans la séquence de rencontre, avant, la séquence d'agression avant, la séquence de viol avant, puis ensuite le pendant qui est l'homicide à proprement parler. Donc on peut bien sûr sous-distinguer ces séquences, évidemment. Et j'insiste, l'ordre dans lequel plusieurs événements sont survenus. L'ordre. Vous voyez, quand vous avez un cadavre qui est calciné, reconstituer ce qui s'est passé, c'est pas facile au début. Parce que vous dites, est-ce qu'il y a eu viol? Vous dites, ah, il y a peut-être eu viol, vous dites, mais c'est légiste, il y a peut-être eu viol. Alors, ce viol, il est antémortem ou il est post-mortem? Si vous ne dites pas ce qui s'est passé, comment vous allez faire ça? Comment vous allez faire ça? Si à un moment donné, vous êtes dans quelqu'un qui a... On retrouve une balle dans la tête. Mais vous n'avez pas d'autres, de nouveau un cadavre incinéré, vous n'avez pas d'autres éléments visibles que le médecin légiste va repérer parce qu'il est fortement dégradé, ce corps.
vous dites, bah, la cause de la mort, a priori, c'est une balle dans la tête. Sauf que, parce que c'est dégradé, parce que c'est incinéré, la vérité, c'est qu'il a été éventré, avec sanguination, et puis hémorragie externe, et puis il est mort, comme ça. Et après, le type a mis une balle dans la tête, histoire de l'achever ou de signer son crime, parce qu'il considérait que vraiment ce type était une horreur absolue, qu'il réglait son compte même après la mort. Eh bien, vous êtes dans l'erreur, et vous avez commis donc une fausse reconstitution dans la séquence antémortem par rapport au post-mortem, imaginez. Et donc, c'est pas aussi facile qu'il y paraît. Et puis ensuite, vous avez, retenez bien aussi, l'intérêt capital de la séquence, une fois qu'elle est bien reconstituée, pour profiler le criminel. Vous le savez, vous devriez le savoir. Un organisé, par exemple, de type crime violent, crime sexuel violent, type FBI, est plutôt sadique dans la séquence avant le crime. S'il est sadique, il est organisé. Donc si on arrive à démontrer qu'il a torturé, pris son temps pour voir et faire du mal à sa victime d'une manière ou d'une autre, alors on part dans un principe sadique. Et le profil sadique, bah, vous savez, c'est quelqu'un de très social, bien inséré dans la société, qui joue à double jeu, etc., etc. Alors que si vous êtes quasiment sûr que l'essentiel de ce qu'il a fait, c'est post-mortem, en particulier la nécrophilie, vous vous rappelez, et des éléments de mutilation, de jouer avec le cadavre, de violer le cadavre, voilà, en tout cas de faire toute une série dans le temps et dans la diversité des actions après le crime, on a fait un nécrophile. Donc c'est plutôt quelqu'un d'asocial dans ce cas-là, solitaire, retiré, froid, rigide, des choses en tout cas qui sont fortement liées aux zombie-man, comme j'aime parfois le dire. Hein. C'est-à-dire des éléments plus ou moins, oui, pathologiques, mais surtout asocial. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas être vraiment avec les autres et qui vit seul avec ses fantasmes. Chez lui, a préféré finalement les morts que les vivants, pour faire ça. Et donc c'est très important vraiment de savoir ce qui s'est passé. Le pendant aussi. Il m'est arrivé par exemple de commenter les affaires en disant voilà, on a affaire plutôt à faire un criminel de colère-riposte. Colère-riposte, comme ça son nom indique, il est en colère, donc c'est quelque chose qui est inorganisé à la base, comme toute colère, une sorte de décharge émotionnelle qui n'a pas vraiment prémédité, plus impulsif qu'autre chose, mais elle s'inscrit dans une riposte, dans une vengeance, une revanche en tout cas, vis-à-vis d'une personne passée sur une victime de substitution, par une victime de substitution qui lui ressemble. Donc très simple, comme on l'a déjà vu d'ailleurs je crois dans l'affaire de la vieille dame dans la baignoire, j'ai une grand-mère qui vraiment a été une chieuse de première dans mon enfance, et elle avait tel comportement, telle personnalité, telle manière d'être, de parler dans la vie courante. 10 ans, 20 ans après, je rencontre une libraire qui lui ressemble, qui m'insulte, etc. Et donc je vais lui faire sa fête. Vengeance par personne interposée qui ressemble à la personne qui est, et suite à une confrontation, une frustration, une intolérance à la frustration la plupart du temps, qui va se déclencher sous forme de passage à l'acte violent. Colère, riposte. Et bien c'est très important. Si vous arrivez à avoir une forme d'acharnement, par exemple, pendant le crime, multiplication des coups, 10, 15, 20, 30 coups de couteau. Si à un moment donné, vous voyez que la personne a franchement matraqué le visage, il y a une idée vraiment de défouloir dans cette histoire-là, au moment du passage à l'acte, très souvent c'est passionnel, colère, ou pathologie, vous voyez, de type psychotique, ce genre d'hypothèse. Voilà. Et donc forcément, vous avez, rien que dans la manière dont la séquence du pendant le crime s'est déroulée, beaucoup de choses qu'on peut déduire aussi sur le profil du criminel. Donc cet élément séquentiel, ces éléments séquentiels, c'est vraiment capital. C'est aussi, bien sûr, l'ordre de la mort avec l'aide de la médecine légale. Hein, c'est-à-dire, le pendant, il sera aussi confirmé à un temps T, voilà, selon ce que nous dira le médecin légiste. Mais vous savez bien qu'elle n'est jamais définitivement arrêtée, cette date. Elle n'est pas certaine, elle n'est pas fixée dans le temps à la minute près. Donc on peut avoir, au mieux, à 1 heure, 2 heures, 3 heures de période, voilà, et parfois, lorsqu'on a des cadavres qui remontent comme celui d'Arthur Noyer retrouvé il n'y a pas longtemps avec une tête voilà, qui se baladait en pleine forêt, c'est compliqué quand même de dater exactement quand est-ce que c'est arrivé. Voilà. Donc le pendant, il est toujours aussi compliqué à faire. Imaginons qu'on ait du sang sur un verre brisé
donc du sang en contact après que le verre ait été brisé. Voilà. C'est un élément de déduction de bon sens. On peut aussi amener à une séquence du scénario en se disant, voilà, j'observe, je fais ça tout simplement. Voilà, je découvre donc ça, sur une scène de crime. Et comme ça. Qu'est-ce que je crois? Est-ce que l'eau est arrivée avant ou après la feuille? Non. Il y avait une feuille avant qui était sèche et j'ai mis de l'eau après. Voilà. Vous suivez? Voilà. Donc ce sont des éléments de bon sens aussi simples que ça, mais qu'on va donc mettre les uns à côté des autres et reconstituer avec une ligne, un continuum, où chaque chose, voilà, avant, après, donc on va repositionner tout en fonction des éléments. Vous voyez, enfin, vous avez un truc avec de l'eau, puis un truc avec du sang, puis un truc avec des traces de terre, et puis plein de traces partout, et des... Ah bon, ça commence par où? C'est pas facile, hein? Pas facile. Des lividités fixées, vous vous souvenez, les traces rouges, parce que le sang, voilà, fixées, incohérentes avec la position du corps. C'est-à-dire qu'on l'a, voilà, on l'a repositionné, voilà, on l'a bougé, et donc les lividités ont lieu avant, dans une position autre, et du fait du changement, eh bien, on l'a découvert autrement. Voilà. Donc il y a eu deux temps. Un temps de lividité fixée dans la position initiale, et un autre temps de déviation du corps avec une anomalie dans, finalement, les lividités telles qu'on les observe une fois le cadavre bougé. Ok? Alors on va faire un petit exemple ensemble. Regardez-moi cette scène de crime, prenez le temps, et je vous laisse 5 minutes, d'accord? Vous observez bien parce que vraiment c'est important. La question est de savoir, en fonction de ce que vous voyez en détail, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement? Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Mais je vous laisse 5 minutes pour bien réfléchir. C'est là? Parce que moi j'ai la question. Il y a un peu de verre. Non, c'est la page 5. Oui, c'est ça. C'est comme Ça? Non. Ah, la première? Comme ça. Ah. Voilà. Ça va? Jing.
Tu cherches pas avec. Tu cherches le Wi-Fi. Attends. C'est bon, il y a quelqu'un qui est connecté. C'est toi, non? C'est ton téléphone? Je veux. Mais ton téléphone, il est connecté maintenant. On doit comprendre. Alors, avant de démarrer, Cherche sur ton téléphone, cherche sur ton écran. Cherche le Wi-Fi. Tu trouves on va donc regarder mettre ça la vidéo. Que chacun puisse y trouver. Donc, la photo auquel nous avons affaire, c'est ça. Ok. Je vous écoute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, scénario. Voilà, on se lance. Une personne qui a été dans une crise. Paula. On a un scénario où on a une victime au sol. J'ai vu un scénario pour l'instant, la conclusion. La conclusion, la victime a été, les corps ont été déplacés Oui. parce qu'il y a plusieurs choses déplacées. Les corps, des impas des balles qui ont été déplacés aussi, Oui. les déplacements du sang et des pas aussi. Donc tous ces éléments ensemble, s'agit-il d'un crime organisé, un scénario, quelqu'un qui a positionné un corps d'une façon. Je reprends de nouveau, ça démarre bien, pourquoi pas d'un certain sens, mais moi je veux un scénario. Donc un scénario, ça veut dire, le criminel est arrivé comme ça, il a fait ceci, la victime éventuellement fait ça, puis ça, et enfin ça. C'est ça que je veux. Il a tué, il y a eu... Il a tué comment? Il y a eu des impacts des balles, 3 D'accord. apparemment. On les a dans les murs. Les problèmes qu'il faut étudier, si ces impacts des balles ont visé directement, c'est sur les corps, on a des impacts des balles.